présenter aux plus hautes autorités, puisque l'engagement du chef de l'État, c'est de faire du Togo un pays émergent d'ici quelques années. Et on ne peut faire du Togo un pays émergent qu'avec des hommes bien formés dans le domaine technique et professionnel. Ce diagnostic du secteur de l'enseignement technique et de la formation professionnelle servira de tremplin pour une meilleure qualité de l'enseignement technique et de réduction de chômage. Les bailleurs de fonds se mobilisent contre les maladies non transmissibles. L'initiative peut être surprenante, mais leur action se situera au niveau du financement de la lutte contre ces MNT. C'est un projet de l'Alliance nationale des consommateurs et de l'environnement. Silver Abdou. Environ 34% des décès au Togo sont occasionnés par la maladie non transmissible MNT. On parle du cancer, du diabète, des maladies cardiovasculaires et respiratoires. Cette enquête a été révélée par l'OMS qui indique que la première cause de mortalité dans le monde émane de ces cas de maladie. Pour couper le mal à la racine, il est impérieux de passer par des mécanismes de mobilisation de ressources. La question est au cœur de cette formation axée sur la recherche des méthodes de financement innovants en matière de lutte contre les MNT. C'est pour porter à l'attention des autorités de notre pays que vraiment il est nécessaire que les ressources innovantes soient instaurées. Donc nous sommes là ce matin pour discuter avec eux et de commun accord ce qu'il faut faire pour pouvoir lutter contre les maladies non transmissibles. Il s'agit ici d'informer et de sensibiliser les acteurs sur les impacts et la nécessité de disposer d'un budget nécessaire pour y faire face. Beaucoup ignorent les maladies dont souffrent la plupart des gens, la plupart des citoyens. Il va réveiller la conscience de nos populations. L'aboutissement de ces mécanismes de financement permettra de conduire et d'orienter au niveau national les efforts visant à prévenir tous les facteurs de risque et lutter efficacement contre les MNT. Il faut se protéger des maladies, mais il est également nécessaire de protéger l'écosystème de tous les éléments néfastes dus surtout à l'action humaine. Le sujet est d'actualité et il a réuni d'ailleurs cette semaine à Lomé des experts environnementaux venus du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, de la RDC et du Togo. Le compte rendu avec Gérard Lagoudou et Ramdan Bassina. Cette session de formation et d'information sur la protection des écosystèmes s'inscrit dans la logique de restauration des écosystèmes par le biais du renforcement des aptitudes des acteurs concernés. Les assises de Lomé permettront de plancher sur les enjeux, les contraintes et perspectives liées à la sauvegarde de l'écosystème. La rencontre d'aujourd'hui, c'est d'abord la conférence internationale d'information et de formation sur la protection des écosystèmes en Afrique. C'est une conférence qui regroupe les défenseurs de l'environnement qui sont venus de différents pays d'Afrique et ensemble nous allons essayer de réfléchir sur la dégradation des écosystèmes et pour trouver le modus operandi pour nous permettre de pouvoir agir ensemble pour protéger nos écosystèmes. Depuis plusieurs années, le Togo a fait de la protection des écosystèmes une priorité dans sa politique de gestion de l'environnement et des ressources forestières. Aujourd'hui, les problèmes environnementaux au Togo sont d'importance capitale. Il y a une forte dégradation de notre environnement. Le déboisement est notable. La gestion mauvaise des déchets, notamment les ordures ménagères, c'est d'importance. La dégradation des sols. Donc, compte tenu de ce constat, le gouvernement s'est engagé à élaborer des politiques, des législations et des programmes appropriés. Parmi ces politiques, il faut signaler la politique forestière, il y a la politique de l'environnement. L'ouverture officielle de cette conférence a été couplée de la remise de distinctions aux différents acteurs impliqués dans la protection de l'écosystème, un geste de l'association Haut Cordon de Vie.
En Côte d'Ivoire, le Front populaire ivoirien de l'ex-président Laurent Gbagbo sillonne les 10 circonscriptions du pays. 7 mois après sa remise en liberté provisoire, le nouveau patron du FPI, Pascal Affi-N'Guessan, redynamise les troupes pour la réconciliation. Premier grand meeting vendredi de Pascal Affi-N'Guessan depuis sa remise en liberté provisoire il y a 7 mois. Place Inch'Allah, Koumassi, la foule est moins nombreuse que prévu, mais qu'importe, la ferveur est là. Et sur l'estrade, le patron du FPI retrouve ses accents de tribun. Le dialogue fait aussi un rapport de force. C'est pourquoi nous faisons ces meetings, pour vous dire que nous allons dialoguer, mais vous devez rester mobilisés dans les quartiers, dans les rues, dans les villages. Des meetings, Pascal Affi-N'Guessan a prévu d'en tenir dans les 10 communes d'Abidjan. Deuxième étape, le lendemain, à Marcory. Dans la foule, l'ancien directeur du port d'Abidjan, tout juste rentré d'exil. C'est une très bonne chose, mobilisation du parti, compassion, solidarité et soutien, parce qu'on vient de loin. Pour ces retrouvailles, on a ressorti la chanson de la campagne électorale de 2010, à la gloire de Laurent Gbagbo. Sur scène, c'est le même discours bien huilé. Un appel au dialogue et à la réconciliation avec les ennemis d'hier. Pour autant, la méfiance n'a pas disparu. Et l'arrestation de Michel Gbagbo, le fils de l'ancien président, quelques heures plus tôt à l'aéroport d'Abidjan, n'arrange rien. Arrêter Michel Gbagbo, c'est un acte de provocation inutile. Parce que nous savons bien que c'est le FPI que vous voulez défier. 3 ans après la crise ivoirienne, les plaies restent à vif. Le meeting du FPI prévu ce dimanche à Abobo, le fief des partisans du président Ouattara, a été annulé après des manifestations hostiles. En Centrafrique, l'heure de la réconciliation est loin de sonner. Les médias apportent leur contribution pour le retour à la stabilité, mais la tâche s'annonce ardue. Une idée sur le nombre de maisons incendiées? Premier coup de fil, première nouvelle de la nuit pour Providence. Là, disons juste devant nous, on a les anti-Balaka, les éléments. Les anti-Balaka, les miliciens chrétiens de son secteur. Ce matin, le journaliste de la radio Ndekeluka décide de prendre la température. On peut passer, leur dire bonjour peut-être. C'est possible aussi. À 24 ans, Providence a le même âge qu'eux. Il est chrétien comme eux. Eux, avec leur gris-gris, censés les protéger, et des perruques pour effrayer l'adversaire. Leur adversaire, c'est la Séléka, mouvement majoritairement musulman qui a ravagé le pays, mais pas seulement. Selon vous, existe-t-il une différence entre les Séléka et les musulmans? Pas du tout. Entre les Séléka et les musulmans, ils sont tous mêmes. Donc nous voulons massacrer tous les musulmans et puis c'est tout. À quelques centaines de mètres, la frontière entre les deux communautés. Une patrouille française, de quoi empêcher temporairement les escarmouches. Mais si l'accueil côté musulman est chaleureux, une fois les soldats partis, le discours change au micro de Providence. Au niveau de la barrière, là où il y a les forces françaises, il y a aussi les anti-Balaka chrétiens. Ça veut dire que les anti-Balaka sont avec les Français. Et nous, pourquoi on ne peut pas être avec les Français? On ne comprend plus rien. En réalité, ce sont les anti-Balaka qui terrorisent la population. La communauté musulmane se dit abandonnée de tous, armée française, Nations Unies. Certains, comme Fatih, accusent même la radio Ndekeluka. En dénonçant les crimes de la Séléka l'année dernière, elle aurait favorisé un amalgame avec tous les musulmans. Je reproche beaucoup à cette radio. Elle n'était jamais impartiale. Jamais du tout. Il dénonçait seulement les Séléka depuis leur arrivée. Ces critiques, la rédaction doit y faire face tous les jours. En pleine guerre civile, difficile d'être au-dessus de la mêlée. Ici, la plupart des journalistes sont chrétiens, mais le rédacteur en chef, lui, est musulman.
mais une manière de dire un peu, mais tu es rédacteur en chef, tu es musulman, et puis après tu ne penses pas à nous, tu ne défends pas notre cause. Mais je ne suis pas là pour défendre la cause des musulmans, je suis là pour travailler en tant que rédacteur en chef, en tant que journaliste. Dès qu'on a la possibilité, on réalise une interview, on passe des voix de musulmans sur nos ondes. Nouveau reportage pour Providence. Ici s'élevait une mosquée, désormais un terrain de basket. Et à entendre les futurs auditeurs de la radio, voici le musulman vient ici là, on va tuer. La réconciliation prendra du temps. Au Togo, le Rotary Club Lomé-Cocotier et le Club Saint-Jean-de-Dieu veulent éviter de telles situations. Ils ont initié pour ce faire une semaine de l'amitié entre les peuples. Et dans le cadre de cette initiative qui a démarré hier, une opération de reboisement a été organisée à Lomé. 197 plants de cocotiers ont été mis en terre à la plage de Lomé. Ali Ouro-Titiri, Medina Bacha. Célébration de la semaine de l'amitié à la plage de Lomé. Au menu des activités, 197 plants de cocotiers à mettre en terre tout au long de la côte. Une initiative qui vise à lutter contre l'érosion côtière et à embellir ainsi le littoral. Nous avons créé à la plage un microcosme, un petit monde virtuel de paix. En même temps, nous avons contribué à améliorer notre environnement, à embellir cette plage, car nous nous engageons à entretenir ces cocotiers pour que notre plage redevienne verdoyante. Voilà, et en même temps, en invitant les groupes de sport, les chefs traditionnels et toute la population des environs, nous avons voulu créer un cadre d'amitié, un cadre convivial, où tous les Togolais auraient pu, un échantillon de classe sociale aurait pu rencontrer l'autre échantillon. La lutte contre l'érosion côtière reste une préoccupation du gouvernement, représenté ici par le ministère de l'Environnement et celui de l'Action sociale. Je voudrais vous remercier vivement de votre présence à cet événement de mise en terre de plants de cocotiers. Nous sommes ici en tant que gouvernement pour dire combien de fois cette semaine de l'amitié est importante pour nous en tant que pays. Parce que, comme vous le savez, notre chef de l'État, son Excellence Faure Sozimna Nyansingbe, tient à ce que nous consolidions la paix, l'amitié, la solidarité. Tout à côté, des clubs sportifs du Bénin, du Ghana, avec leurs homologues togolais, ont fait des exercices physiques pour ce premier jour de la semaine de l'amitié. Amitié par laquelle le Rotary Club Lomé-Cocotier et le Club Saint-Jean-de-Dieu entendent favoriser l'idée de convivialité et de solidarité entre toutes les personnes vivant au Togo. Et toujours dans le cadre de cette semaine, des offices religieux ont été organisés ce dimanche, deuxième journée. Une messe catholique et un culte protestant ont été dits respectivement à l'église Saint-Antoine de Padoue et au temple Salem de Yanoukopi. Ramdan Bassina, Rachel Aou. Sceller et renforcer l'amitié entre les peuples en vue d'une paix durable. C'est bien l'objectif majeur visé par les initiateurs de la semaine de l'amitié entre les peuples. La construction de toute amitié a son origine en Dieu, raison pour laquelle les promoteurs de ce programme, le Club Saint-Jean-de-Dieu et le Rotary Club Lomé-Cocotier, ont prié lors d'un culte et d'une messe au temple méthodiste de Salem et à la paroisse Saint-Antoine de Padoue pour implorer la grâce de Dieu afin de consolider les cœurs et semer l'amour au sein de la société. Une messe ce matin parce que nous savons que tout commence avec Dieu et tout termine avec Dieu. Et quand Dieu est dans quelque chose, ça réussit toujours. Nous voulons que cette semaine réussisse et qu'elle perdure pour que la paix que nous recherchons tant dans le monde soit une réalité et non une utopie. Nous avons commencé déjà depuis vendredi et nous continuons le programme. Lundi, mardi, mercredi, des jeux radiophoniques. Jeudi, nous aurons une grande remise de dons à l'hôpital de Baie.
Le Rotary Club Lomé-Cocotier et le Club Saint-Jean-de-Dieu, à travers leur initiative et en plaçant Dieu au centre de leurs actions, appellent ainsi tout un chacun à la culture permanente de l'amour et de la solidarité entre les peuples. Et c'est également par une messe que les autorités de l'université de Kara ont démarré les festivités de célébration du 10e anniversaire de l'université. Différentes communautés religieuses ont été sollicitées pour prier pour un avenir radieux de cette institution. La messe à la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Kara avec Nestor Ozo. Pour ce 6e dimanche du temps ordinaire de l'année A, la messe à la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Kara a été sollicitée pour plusieurs intentions de prière, dont celle concernant l'université de Kara. Cette université est en plein préparatif pour célébrer ses 10 ans d'existence. L'administration de l'université de Kara place les manifestations prévues au programme de cet anniversaire et l'avenir de l'institution sous la protection divine. L'université de Kara va donc célébrer ses 10 ans. On peut dire que la période d'adolescence est passée. Nous allons rentrer dans le vif du sujet. Et pour la prochaine décennie, qui s'avère déterminante dans la vie de cette institution, il était normal qu'à la veille de ce que nous appelons l'apothéose de cette célébration de 10 ans, que nous nous confions au Seigneur, l'âme de l'université de Kara bat autour d'une idée centrale. C'est une université où l'humanisme est au cœur de l'action et c'est une université au service du développement. Donc nous voulons qu'au cours des 10 prochaines années, que les uns et les autres à l'université de Kara travaillent avec cette philosophie au centre. La première lecture de cette Eucharistie a été tirée du livre de Ben Sirac le Sage, chapitre 15, versets 15 à 20. Le deuxième texte est la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 2, les versets 6 à 10. L'évangile du jour vient de Matthieu au chapitre 5, versets 17 à 37. À la lumière de ces passages bibliques, l'évêque Jacques Dankalonga a retenu 3 mots pour son homélie. Merci, vouloir et accomplir. Savoir dire merci au Créateur, vouloir le dépassement de soi pour comprendre les commandements de Dieu et accomplir ses commandements en suivant Jésus-Christ. Et toujours à Kara, les travailleurs de plus de 20 ans de service à la CET ont été honorés. Depuis quelques années, la compagnie d'énergie électrique du Togo est reconnaissante envers ses agents de cette catégorie. Elle leur décerne donc des diplômes d'honneur. La récompense se fait en 2 phases. L'une à Lomé pour les agents de la partie méridionale et l'autre à Kara pour ceux de la partie septentrionale du pays. La cérémonie de Kara, toujours avec Nestor Mozo. L'événement est annuel et solennel. Chaque année, les agents de la compagnie d'énergie électrique du Togo ayant accompli au moins 20 ans de carrière sont publiquement honorés. Des diplômes de reconnaissance pour services rendus leur sont attribués. Cette cérémonie à Kara concerne les agents de la CET de Blita à Seine-Cassé, soit 9 agences. L'intérêt d'une telle initiative se résume à la culture de l'excellence. Ces diplômes ont été institués tout simplement pour encourager les travailleurs qui, durant toute cette période, se sont consacrés au travail fidèle à la CET, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas affaire à la déontologie de notre métier. Ils ont respecté tout ce que nous pouvons appeler les conditions du travail pour un travail bien fait. Dans la zone nord de la CET, pour cette édition, 18 agents ont été récompensés. 14 ont 25 ans de carrière, 1 a 30 ans et 3 ont bouclé 35 ans de service. J'en remercie beaucoup la CET. Je demande aussi mes camarades, ceux qui sont derrière moi, qu'ils emboîtent aussi les mêmes pas de travail, pour travailler avec la conscience, avec abnégation pour avoir aussi un jour le diplôme d'honneur. Je peux dire que c'est un jour très heureux pour moi
d'avoir un diplôme de 25 ans parce que pendant 25 ans, nous avons rendu de loyaux services à la CET et qu'aujourd'hui, c'est le jour de récompense. Je suis très ému, très content. Tout en félicitant les récipiendaires, le préfet de la COSA, Badibao Bakali, a exhorté ceux-ci et tous les autres agents de la CET à une perpétuelle remise en cause de leurs connaissances pour améliorer leurs compétences et les adapter à toutes les circonstances. La cérémonie s'est déroulée dans une ambiance bon enfant. L'ambiance était également festive cette semaine dans le canton de Balanka, dans la préfecture de Tchamba. Les populations de ce canton ont célébré leur fête traditionnelle à l'Afia. La 40e édition a été marquée par une série de manifestations axées sur la paix et l'amour. Tout ceci en présence du président de l'Assemblée nationale, Dama Dramani. Le compte rendu de la fête traditionnelle à l'Afia édition 2014 avec la marque Bojona. Pour cette 40e édition de la fête traditionnelle à l'Afia du canton de Balanka dans la préfecture de Tchamba, aucun natif ne voulait se faire compter l'événement. Même la diaspora était présente. Une présence pour célébrer à l'Afia qui signifie paix, amour, bonheur et prospérité. À l'Afia, c'est une fête à l'origine. Nos ancêtres, pour vivre en harmonie avec leur milieu, la nature, il y a un prêtre traditionnel qui rentre dans la forêt. Il y a une pierre sacrée qui va consulter. Suivant l'état de la pierre, on sait si on est en harmonie avec notre nature, si on n'a pas offensé nos ancêtres, si on n'a pas offensé les dieux protecteurs. Lorsque la nouvelle est bonne et qu'on ne les a pas offensés, du retour, il dit à l'Afia, à l'Afia. Et la foule qui l'attend répond fait. Ça veut dire que nous n'avons pas offensé notre milieu. On a vécu en harmonie. Donc, lorsque ce n'est pas le cas, on est obligé de faire les offrandes pour vraiment apaiser la colère des dieux protecteurs. Cette fête qui rassemble les filles et fils du canton de Balanka tous les 2 ans a pour objectif de prier, fêter et de mener des réflexions en vue de promouvoir le développement harmonieux du dit canton. Le président de l'Assemblée nationale, Dama Dramani, présent à cette fête, a exprimé sa reconnaissance à tous ceux qui ont fait le déplacement et appelé les natifs de Balanka à adhérer à la politique du chef de l'État pour le développement de leur canton et de toute la préfecture de Tchamba. Au programme de la festivité, un bâtiment de l'EPP Balanka a été inauguré par les autorités présentes à la cérémonie. Le bâtiment a été construit pour décongestionner les effectifs des classes en vue de mettre les élèves dans de meilleures conditions d'apprentissage. Et nous ouvrons la page sportive de cette édition avec les échos de l'ascension du Mont Cameroun. Pour cette année, ce sont 600 athlètes venus d'une douzaine de pays qui ont défié les 4100 mètres d'altitude de la montagne sur 42 km. Et au finish, les gagnants que sont un agriculteur et une étudiante, tous camerounais, repartent avec une enveloppe de 10 millions de francs CFA chacun. Au petit matin, par dizaines, les spectateurs ont pris le chemin de la montagne pour s'installer sur les pentes du Mont Cameroun. Pas question de louper le passage des coureurs, alors on est venu en famille. Certains ont amené le ravitaillement. Plus bas, dans le stade, ils sont plus de 600 athlètes venus d'une douzaine de pays à vouloir défier le Mont Cameroun qui se perd dans les nuages à 4100 mètres d'altitude. Et ils sont pressés d'affronter les 42 km sur des pentes raides et caillouteuses. Encore en ville, et déjà les petits groupes se forment. Chacun y va à son rythme avant de se perdre dans la forêt. Ce n'est que 4 heures plus tard que les meilleurs fouleront la piste du stade dans une ambiance de folie. Erin Bacha
agriculteur venu du nord-ouest du pays, s'est imposé en 4 heures 26 minutes. Aujourd'hui, je n'ai pas ressenti de difficulté parce que j'étais bien préparé pour la course. J'ai trouvé la montée très facile. Côté féminin, c'est une jeune étudiante, Lisette Ngalim, qui a gagné. Je suis très heureuse et je remercie Dieu pour ce qu'il a fait aujourd'hui. C'est le jour de ma vie que je n'oublierai jamais. Un beau souvenir récompensé par les organisateurs d'un chèque de 10 millions de francs CFA pour chaque vainqueur. Quant à la reine de la montagne, Sarah Etongué, cette fois victorieuse du Mont Cameroun et ovationnée tout le long du parcours, elle a reçu une maison pour l'ensemble de son œuvre. Au Togo, les Anges de Notier ne pourront plus continuer l'aventure de football de la Ligue africaine des champions. En match retour cet après-midi au stade municipal de Lomé face à Enyimba du Nigeria, le club togolais n'a pas pu réaliser l'exploit. Et malgré leur victoire de 2-1, les Anges sont éliminés de la compétition. Les résumés du match avec Jean Ededi et Lamine Konaté. Les Anges de Notien, tout jaune vêtu, devaient gagner avec au moins 2 buts d'écart pour se qualifier face à Enyimba du Nigeria, vainqueur à l'aller par 3-1. Conscients de cette mission, ils se sont jetés corps et âme dans la bataille. Ils prennent de l'avance sur l'adversaire et confirment leur domination par l'ouverture du score à la 30e minute grâce à Fodolaba. 1-0 à la pause. Le club togolais multiplie les attaques pour aggraver le score, mais à la 57e minute, la défense commet une erreur et Enyimba égalise. Cette égalisation ne décourage guère les Anges qui mettent la pression et finissent par avoir gain de cause sur un coup franc bien décomposé pour Tchala Vincent à la 72e minute. Les Anges s'imposent par 2-1, un résultat insuffisant pour poursuivre la compétition. Et ainsi se referme ce journal, mais avant de vous quitter, je vous en rappelle les grandes articulations. Les centres de formation professionnelle du Togo